Donc, dans notre livre à venir, Gender on the Edge, que Nico a cité, Nico et moi-même et un certain nombre de contributeurs ont discuté le rôle des organisations non gouvernementales dans la formation des identités transgenres dans le Pacifique. Donc les ONG, ce sont les organisations non gouvernementales. Donc, je vais explorer ce qu'on a nommé l'ONGisation des identités sexuelles. Et vous allez voir que ça va devenir plus clair, particulièrement en relation avec les organisations transgenres aux îles Cook. Je suis particulièrement intéressé par les transformations rapides de la terminologie utilisée pour les transgenres des îles Cook, qui se sont produites au cours des 10 ou 15 dernières années. Donc il y a un dialogue avec la théologie queer et le développement global, qui vient principalement de l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, je regarde vers la Nouvelle-Zélande, bien sûr, parce que les îles Cook étaient une colonie néo-zélandaise. Une majorité des insulaires de Cook vivent en Nouvelle-Zélande, et c'est là que l'argent de l'aide internationale vient. Donc, il y a une longue histoire d'échange entre les îles Cook et Tahiti également. Et on trouve des traces de ça dans ma dissertation. Donc, par exemple, des échanges de styles de danse, des percussions, des styles de percussion, les mariages. Beaucoup d'hommes des îles Cook sont venus travailler dans les mines de phosphate à Makatea dans les années 50 et ont utilisé l'argent gagné là pour acheter de la terre à Patutoa. Il y a une auberge de jeunesse des îles Cook. Donc je regarde vers la Nouvelle-Zélande, mais en même temps, je me rappelle de toutes ces connexions avec Tahiti. Donc ce qui m'intéresse, ce sont les similarités. On en parlera quand vous poserez des questions. Donc ce genre d'échange entre les îles Cook et les ONG de Nouvelle-Zélande a augmenté la visibilité des transgenres des îles Cook vers une identité plus politisée, qui a un certain pouvoir à cause des discours sur les droits de l'homme. Donc ce développement global a été identifié, et j'utilise beaucoup de guillemets quand je parle du Sud global ou des pays en voie de développement. Donc il y a un nouveau type de sujet sexuel qui est développé et qui fait l'objet de recherches dans de très nombreux endroits. Et ça vient principalement des problèmes de santé publique et qui promeut une visibilité publique, donc le coming out, la sortie du placard, et l'activisme autour des droits sexuels, particulièrement à travers le travail des ONG internationales. Avant de passer à mes exemples des îles Cook, je voudrais expliquer rapidement la terminologie. J'utilise le mot queer, principalement parce que c'est un mot très populaire dans le discours universitaire, en tout cas dans les universités anglophones, mais surtout dans la littérature sur le développement, on parle de globalisation queer, etc. Donc ça veut dire des choses différentes à des endroits différents, mais en général, c'est un terme parapluie qui définit les pratiques sexuelles non hétéronormatives. Et comme vous le voyez, parce qu'on se concentre sur plusieurs termes et sur une multiplicité, c'est un outil qui nous permet de travailler sur cette distinction de genre et les dualismes hétérosexuels. C'est comme la catégorie troisième sexe. Et je pense que queer est un terme qui a plus de succès. Trans aussi. Donc une partie de la terminologie qui est très utilisée inclut les termes MSM, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, WSW, les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, et LGBT, qui est probablement le plus populaire, et je pense que je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé ici, lesbien, gay, bisexuel, et puis ensuite ça devient LGBT avec les transgenres. Lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexe.
Et lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexes et questioning ou queer, donc les gens qui soit ne sont pas sûrs de leur sexualité. On utilise aussi LGBTTIQ avec un astérix, donc c'est comme mettre quand on fait une recherche dans une bibliothèque et qu'on met une astérix, donc ça va chercher toutes les variations sur de cette terminologie. Donc trans est un autre terme qui est largement utilisé dans ce terme parapluie, hein, c'est cette terminologie qui se développe. Donc dans le Pacifique anglophone, et je suppose ailleurs dans le monde, les gens de plus en plus utilisent les catégories comme LGBT, LGBTIQ, etc. Et particulièrement MSM, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas juste l'adoption par le terme homonormatif, je veux dire les identités queer dans l'industrie du développement. Depuis la crise du sida, la sexualité a fait l'objet est traitée sous le biais de la santé sexuelle. Et récemment, on a vu une prolifération d'ONG avec un rapport à la sexualité, particulièrement pour la prévention du sida. Même dans des parties du monde où la pandémie prévue ne s'est pas encore matérialisée de façon significative. Ces efforts ont rassemblé les gens qui viennent de tous les coins du Pacifique, regroupés en associations, ateliers, des conférences, des réseaux, pour identifier des objectifs communs. Donc les ONG peuvent également encourager l'identification à une région à travers le travail, par exemple, d'organisations comme la Pacific Island AIDS Foundation, qui est financée par la Nouvelle-Zélande. Et un des événements à travers l'organisation NZ-Aid, c'est Love Life Phono, et vous voyez une photo qui vient de leur site web avec les participants du rassemblement Love Life en 2011. Et donc ce sont des transgenres du Pacifique anglophone. Donc l'idéologie de la prévention du sida a fait bien attention de s'écarter des effets stigmatisants du discours pour se concentrer plus sur les pratiques à risque et ensuite sur les situations à risque. Mais sur le terrain, les efforts se concentrent sur des groupes spécifiques de gens. Dans le Pacifique comme ailleurs, les programmes de prévention se sont concentrés plus ou moins sur les sexualités non normatives, bien que d'autres catégories sociales sont tout autant, sinon plus, vulnérables à l'infection par le HIV. La visibilité croissante du mouvement pour les droits sexuels des transgenres dans le Pacifique est basée sur un modèle particulier de politique identitaire et basée sur la notion de coming out du sujet sexuel. Et comme je l'ai dit, des ateliers, des associations et d'autres formes de lisibilité publique donnent des opportunités de positionner cette identité et son évaluation morale dans un contexte cosmopolitain associé avec le discours sur la prévention du sida par les ONG internationales. Donc dans ce contexte élargi, la sexualité doit être ouverte, visible par tous. Le discours sur la prévention du HIV fait que les pratiques sexuelles doivent être rendues publiquement lisibles. Et sinon, le sida va continuer de s'étendre sous couvert du silence. Et c'est le discours qui est répandu. Donc dans les pays en développement, il y a une politique libératoire qui facilite
la croissance des identités queer ou transgenres de façon globale. Et comme nous le savons, les discours sur les droits créent des catégories ontologiques animées par des notions universelles de droits de l'homme et oui, des questions d'autonomie du sujet politique. Donc, dans le cas des droits sexuels, la pratique définit l'identité et les identités sont bien définies, stables et facilement à reconnaître d'une société à l'autre. Donc elles sont transportables en quelque sorte, transférables. En outre, les efforts sur les droits de l'homme transnationaux se concentrent sur... ça déclenche nécessairement plus de liberté, mais aussi plus de pression pour accepter cette nouvelle visibilité. Donc ce nouveau sujet sexuel promu par la NGOisation, l'ONGisation, a des conséquences multiples. L'une, c'est l'efflorescence, l'expansion, un arc-en-ciel toujours en expansion, et aussi une modification des identifications locales. Et ce que je voulais montrer dans cette présentation, c'est que la façon dont les personnes transgenres aux îles Cook négocient ce qui est visible, ce qui n'est pas visible à propos de leur identité, ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, ce qui est dit ou non dit, et particulièrement d'une façon qui convient au contexte des îles Cook pour la morale, les valeurs, etc. Mais je voudrais aussi me concentrer sur, et je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir, c'est comment ce coming out, cette image du coming out, est une façon clé de reconfigurer les identités transgenres. Donc aux îles Cook, donc les catégories transgenres sont devenues plus visibles pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le discours sur la santé publique, les organisations. Et la Pacific Island AIDS Foundation, qui est fondée par une Tahitienne, Mary Pop, est basée à Rarotonga, sur l'île principale des îles Cook. Et la NZ AIDS Foundation et l'Organisation pour la santé mondiale amènent un support technique, un soutien technique pour une grande variété de programmes. En 2008, une organisation a été lancée pour représenter les Akavaine, comme l'a dit Nico, ce que les gens des îles Cook appellent maintenant des personnes transgenres. Et avant, le terme utilisé était Lele. Et tout le monde dit que ça vient du tahitien Rere. Donc la plupart des gens des îles Cook disent ça, utilisent ce terme. Donc, quand j'ai fait mon travail sur le terrain dans le milieu des années 90, c'est le terme qui était utilisé et qui avait à la fois, en fonction du contexte, si on est avec des amis, c'est positif, c'est un terme positif, et ça peut aussi avoir des connotations très négatives. C'est très semblable au cas tahitien. Queen, en anglais, donc, est aussi un mot très, très populaire, avec beaucoup de mots d'argot très mal polis. Donc, Akavaine est un mot que j'ai commencé à entendre peut-être à partir des années 2000. Les gens plus âgés utilisaient le terme Tutuvaine, avec ce préfixe causatif, qui veut dire « comme une femme ». Donc, ce terme n'a pas été retenu. Donc, l'idée pour une association de Akavaine a commencé, vous avez là une image de leur site web, l'association Te Tiare, qui a commencé après que William Te Paki des îles Cook, qui habitait en Nouvelle-Zélande et qui est venu au premier Love Life Phono en 2005, ce rassemblement. Quand il est rentré aux îles Cook, où beaucoup de gens de 20 ou 30 ans qui ont grandi en Nouvelle-Zélande reviennent redécouvrir leurs racines, il a organisé la première rencontre de l'association Te Tiare en novembre 2006.
parce qu'il était convaincu que les organisations de Samoa, Tonga, Fidji, il pensait que les Cook avaient besoin d'un focus régional pour partager les connaissances et les ressources qui vient avec ce genre d'identité transrégionale. Donc cette réunion, il y avait à peu près une vingtaine de Akavaine et aussi un homme gay des îles Cook. Et ils ont dit que c'était super de se rassembler plutôt que de faire des choses différentes dans des villages différents. Et c'était une façon pour les jeunes, les plus jeunes, de faire partie d'un collectif cohérent pour des actions pour lever des fonds et organiser des spectacles. Et donc c'est devenu une activité clé pour ce groupe. Et leur lancement officiel a eu lieu en juin 2009. Et il y avait c'était quelque chose d'énorme, avec des danses, un show de drag queen, avec 2000 invités. Et d'après ce qu'on dit, il y avait 200 personnes qui essayaient d'entrer pour voir le spectacle. Donc les billets étaient à $65, ce qui est énorme pour les gens des îles Cook qui gagnent $6 de l'heure. C'est le salaire moyen. Et il y avait des représentants qui venaient de toute la région, de Tonga, Samoa, Fidji, Nouvelle-Zélande, etc. Donc les coûts ont été... il y avait eu un atelier de 3 jours sur le HIV, les maladies sexuellement transmissibles. Et je vais vous montrer un sujet d'actualité qui est passé à la télé néo-zélandaise pour vous donner une idée de la portée de l'événement et de son importance, mais aussi la centralité de cette image du coming out. Pacific correspondent Barbara Drager was in Rarotonga and they're coming out. One for the money, two for the show. We get ready and go, go, go. On stage, the outrageous crowd pleasers. That's what goes on behind the scenes that they're fighting for. Well, I like to think that actually after them, rituals and happening in the time of day. The members of this young association have actually decided, look, enough's enough. It's time for members to be with enough. If numbers are anything to go by, the message is a success. The shows have sell out, attracting locals and tourists alike, although some getting more attention than they'd like. When we get right to the point, we could never ever believe that we would come here and have a night like tonight. Absolutely fantastic. I guess this event proves that the Combiners are embracing of differences in society. However, appearances can be deceiving. There's acceptance to a certain level, yeah, but not a complete as much as we would like it to be. But it's a start. It's very important to feel tonight that we're finally coming out to the community. The Queens of Rarotonga are coming out in style. For them, it's about moving forward, one step at a time. Barbara Drager, One News, Rarotonga. Okay. Donc les expressions comme le coming out au niveau de la communauté peut entraîner des moqueries, on doit être plutôt respecté, reconnu. Donc ce sont des façons de plus en plus courantes pour les gens de parler des Akavaine. Donc il n'est pas totalement clair que cet événement était différent des autres événements organisés habituellement, mais ce discours d'être caché et de maintenant sortir au grand jour a occupé l'espace public, donc a été adopté par de nombreuses Akavaine. Donc des déclarations sur le ridicule, sur le manque de respect, même sur les abus. Donc le manque d'acceptation et même les abus, ça a accompagné cette image du coming out.
Et donc, les règles du groupe Tetiare sont écrites en termes des droits de l'homme. Donc l'objectif 2.2, nous sommes là pour travailler sur la conscience et les abus des droits de l'homme dont souffrent les Akavaine, pour promouvoir les droits de l'homme des Akavaine et éliminer toute forme de discrimination, etc. Donc ce discours de violation de droits est une configuration totalement nouvelle pour les Akavaine. Avant, ils parlaient d'être battus par leurs amants, de vivre une vie solitaire, sans partenaire à long terme. Et d'autres parlaient de la honte d'avoir des frères Akavaine ou d'avoir un enfant qui exprimait le désir d'être Akavaine. Mais en même temps, beaucoup étaient soutenus par des membres de la famille, particulièrement par des membres féminins de la famille, comme beaucoup de présentations l'ont dit aujourd'hui, et souvent des membres intégrés, respectés du gouvernement, de l'Église des îles Cook. Un autre composant important de ce document, de l'association Tetiare, c'est qu'on ne parle pas de droits sexuels. Donc on parle de droits de l'homme, de droits humains, mais pas de droits sexuels du tout. Et c'est le cas également, on ne sait pas exactement, il y a l'idée qu'il y a de l'abus, mais ce n'est pas... on ne parle pas des droits de coucher avec qui on veut, ou ce n'est pas dans ce contexte-là. Donc, comme on voit sur cette page, leur constitution est écrite donc, en termes de rôle dans la communauté. Donc, il y a le spectacle, la levée de fonds, ça a été les rôles principaux des Akavaine, et c'est ce que l'association fait aujourd'hui. Donc, comme l'un des membres de l'association m'a dit personnellement, beaucoup d'organisations nous demandent de venir pour soutenir leur cause. Nous sommes une attraction, en quelque sorte. Donc les organisations de jeunesse, la Croix-Rouge, les écoles primaires, pour récolter de l'argent, viennent toujours nous chercher pour qu'on fasse un spectacle ou qu'on organise des choses pour eux. Donc une bonne raison pour laquelle il y a un manque au niveau de la discussion sur les droits sexuels, c'est que la loi sur les crimes de 1969 qui criminalise encore le sexe consensuel entre hommes. Donc on peut être condamné à 7 ans de prison. Et le mariage pour tous, il y a eu une législation spécifiquement contre dans la loi sur le mariage de l'an 2000. Donc quand la Nouvelle-Zélande a passé une loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, ça a causé quelque chose d'énorme aux îles Cook, où on a dit non, 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 c'est contre nos traditions, donc il est hors de question d'adopter cette pratique. Donc le coming out dans les îles Cook est situé entre plusieurs vues opposées de ce que représente le transgenre. Donc ça dépend vraiment du contexte. D'un côté, les Akavaine doivent occuper, donc ils doivent jouer le rôle social qu'on attend d'elles au niveau social, dans le spectacle, des comédiens avec des spectacles un peu osés, et aussi soutenir des projets communautaires. D'un autre côté, dans le contexte des ONG, par exemple les ateliers internationaux ou régionaux, ils doivent s'occuper de ce qui concerne leur sexualité et leurs droits, mais en même temps créer de nouvelles opportunités de voyager, de créer des réseaux et de nouvelles opportunités économiques. Donc, étant donné la centralité de la dépendance sur le contexte pour la personne transgenre du Pacifique, ce n'est pas vraiment
c'est une situation difficile pour les Akavaine. Elles semblent se déplacer assez facilement entre les contextes qui sont si différents, mais ainsi, elles utilisent tout leur potentiel, leur talent et leur capacité. Donc, je voudrais conclure en disant qu'un jeune homme a résumé, donc beaucoup de gens des îles Cook vivent en Nouvelle-Zélande, ont été élevés en Nouvelle-Zélande, et donc la Nouvelle-Zélande joue un rôle énorme dans la formation de ce qu'on considère les identités sexuelles au niveau local. Donc un jeune homme me parlait d'un défi incroyable de venir des îles où tout ce qui est important, c'est ton nom, ton titre, ton village et ta terre. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est ton âge, ta couleur de peau et tes préférences sexuelles qui comptent. Et donc pour moi, ça résume bien la transformation clé qui s'est produite, pas simplement comme résultat de la mobilité géographique, mais aussi au niveau conceptuel, à travers le fonctionnement des ONG qui travaillent dans la région et de l'activisme sur les droits de l'homme. Donc, je voulais juste revenir à la question de terminologie. Et comme le disait Nico, il y a des luttes sur la terminologie qui représentent des luttes beaucoup plus vagues, beaucoup plus vastes sur les représentations culturelles, la représentation et l'accès aux ressources matérielles. En Nouvelle-Zélande, en 2011, donc il y a eu une conférence sur les droits de l'homme à Wellington, et Felicia Brown-Acton, qui est une activiste transgenre, a présenté un discours où elle demandait une terminologie plus appropriée au niveau culturel pour les personnes transgenres des îles du Pacifique. Et donc je cite, LGBT est un terme que nous, dans le Pacifique, on nous a mis là-dedans, dans ce panier-là, sans aucune raison apparente, à part l'absence de termes adéquats. Donc c'est un terme de référence qui est plus médical qu'autre chose. C'est comme une maladie, une façon de s'intégrer, de faire partie d'un groupe. Donc elle a proposé un nouvel acronyme, MVPFAFF. Donc les initiales, pour moi, c'est à la fois une critique et un défi à l'impérialisme homonormatif occidental. Donc l'acronyme est composé de mots qui viennent de l'ensemble de la région pour essayer de créer une nouvelle catégorie transgenre du Pacifique. Donc, voilà les initiales donc, de Mahu. Vous pouvez lire vous-même, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer. En Nouvelle-Zélande, au Love Life Phono, j'ai encore besoin d'une diapo. Donc au Love Life Phono, rassemblement de 2013, il va bientôt se produire, adopte cette terminologie, comme vous le voyez sur la publicité qu'ils font pour leurs ateliers. Donc avec les termes comme LGBTI, et pour inclure tous les types d'identités qui existent dans le Pacifique, dans l'arc-en-ciel Pacifique, et sous cet arc-en-ciel, il y a un sujet sexuel basé sur des notions occidentales libérales des droits sexuels qui souligne l'activisme public et la présence dans l'espace public comme une partie cruciale du coming out.
Et cela suggère également une prolifération d'options sexuelles et de choix qui peut être vue de façon pessimiste comme un produit du capitalisme néolibéral de consommation, mais en même temps, cette multiplication terminologique dans les forums sur des ONG comme le Love Life Phono peut fournir de nouvelles formes d'alliance, de visibilité et de fierté qui pourraient ne pas être réduits aux politiques identitaires occidentales et à la terminologie occidentale.